Choix 98.1 Radio X. Winston Churchill a déjà dit « Il n'y a qu'une seule réponse à la défaite. C'est la victoire. » Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. « 18h02, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X à Québec. Mon nom c'est Yann Marceau, bienvenue dans cette première de Radio X Files pour l'an 2022. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir, pour une première fois cette année, Monsieur Christian Page. Bonsoir. Salut Yannick. Très content de te retrouver. T'es revenu de ton rôle de Sunwing? Ben oui, À chaque fois que j'étais supposé de partir, il me demandait si j'ai la COVID. Oh, j'ai toujours le COVID, toujours. Je restais une semaine de plus. Oui. C'est ça. Hein? Ça fait du bien. On est allé voir les amis mexicains, puis on a rechargé nos batteries. Oui, j'imagine que tu as fait un peu de plongée. J'en ai fait pas tant que ça. Ça va être mon voyage de plongée est en mars, cher Christian. D'ailleurs, il reste 2 places. Là, si ça tente de venir avec nous autres, t'es le bienvenu, cher ami. On ne connaît pas encore quelles seront les restrictions sanitaires en mars. Borde-toi pas avec ça, on va pareil. Mais à part de ça, tu t'es bien reposé durant la période des fêtes, tout ça? Là? Je sais que tu es en vacances depuis à peu près la mi-décembre. Oui, en fait, j'ai pris 1 mois de congé de radio, puis par la suite, je suis tombé sur des remplacements. J'ai fait Jeff Fillion tout au long de la semaine. Puis la semaine passée, je remplaçais le collègue JC. Donc là, on retourne à nos amours, puis très content de te retrouver ce soir. Et je te souhaite une super de belle année en santé, cher ami. Ben, je te souhaite la même chose, mon ami. Puis moi aussi, ça me fait plaisir de te retrouver au micro. Là, j'ai rien contre les remplacements. Là, tes collègues qui ont repris à pied levé comme ça les dernières semaines de Radio X-Files pour 2021 ont fait un excellent travail. Mais c'est toujours le fun de retrouver ses vieux collègues. Ah oui, on est bien avec nos vieilles guenilles. Ah oui, c'est ça. Hein? La vieille équipe, le vieux team. Voilà, ce soir, on parle du projet MK Ultra. Oui, en fait, j'en avais parlé l'année dernière. J'avais dit que je ferais éventuellement une émission sur le projet MK Ultra. Encore durant la période des fêtes, des gens m'ont écrit, m'ont parlé de ça. Ils m'ont dit ça serait le fun. Avez-vous une idée quand est-ce? Bon, finalement, j'ai décidé de faire ça, qui tranche un peu sur le genre de trucs que l'on présente. Parce que généralement, on présente un événement et on commente l'événement. Alors qu'ici, MK Ultra est plutôt un projet gouvernemental. Donc, j'ai préparé une petite capsule qui raconte les faits historiques qui sont certains à propos d'MK Ultra, parce que MK Ultra, c'est bien sûr une grande théorie du complot. On a apparemment ce que l'on sait pourrait n'être que la pointe de l'iceberg. Donc, on va regarder vers où pointent les théories du complot qui sont associées au projet MK Ultra. Mais disons-le tout de suite, Yannick, MK Ultra est un véritable complot. C'est-à-dire que quand on regarde la définition de qu'est-ce qu'un complot, parce que, bon, avec les histoires de COVID, la vaccination, etc., le mot complotiste a été présenté à toutes les sauces. Et faut bien le préciser, remettre en question des décisions gouvernementales, questionner des décisions, ne fait pas de nous forcément des complotistes. Hein, c'est pas ça un complot. Si on regarde la définition telle que le conçoit l'Académie de la langue française quand elle parle du mot complot, le complot, en fait, ce sont un groupe de gens ou des organisations, des sociétés qui, de connivence, vont se mettre ensemble pour commettre un geste illégal, immoral ou criminel.
Là, on est dans le complot. Donc, on a comploté. Là, c'est contre la société, contre des individus. On fait ça en catimini, caché derrière des officines pour pouvoir soit gagner de l'argent, pour pouvoir assumer, prendre un certain pouvoir. Donc, ça, c'est un complot. Mais évidemment, si vous êtes assis chez vous dans votre salon puis vous dites, ben moi, je suis pas convaincu des mesures, je suis pas convaincu de ceci ou de cela, ça fait pas de vous un complotiste. Mais c'est vrai que le mot, depuis le début de la pandémie, a été présenté à toutes les sauces. Dans le cas du MK Ultra, on va revenir d'ailleurs là-dessus en deuxième partie d'émission, c'est un projet qui avait été mis de l'avant par la CIA et qui se faisait bien sûr dans le plus grand secret. On voulait faire des lavages de cerveau, on voulait apprendre à contrôler des gens ou des groupes d'individus et on faisait ça bien sûr quelque part en catimini, là, sans que ces gens-là le sachent. On essayait de les contrôler et de les manipuler. Et donc, ici, on est véritablement dans la théorie du complot. Donc, MK Ultra est bel et bien un complot. Maintenant, à savoir, est-ce que ce projet-là continue d'exister ou a continué d'exister sous d'autres formes? Est-ce que les gens qui ont été impliqués dans ce projet-là ont simplement été relayés vers d'autres officines gouvernementales pour continuer leur travail de recherche, pour pouvoir mettre de l'avant des programmes qui permettraient de contrôler des individus ou faire des lavages de cerveau? On va regarder ça dans la deuxième partie d'émission. Mais ici, il faut bien s'entendre, le projet MK Ultra est bel et bien un complot, tel qu'on le définit, tel que la langue française le définit. Il faut se méfier aussi quand on va faire un tour sur les réseaux sociaux, plus spécialement YouTube, où il y a des petits documentaires, des petits bijoux faits par des gens qui ont peut-être des idées derrière la tête puis qui informent très, très mal leur auditoire. Puis eux, ce qu'ils aiment, c'est justement dire « Ah ben, tu sais, ça, c'est pas réellement ça, c'est plutôt ça. Vous voyez, exemple, les attentats du 11 septembre. Là, tu commençais à regarder ça, les petits documentaires, puis tu te disais « Mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Ça a vraiment de l'air d'un coup à l'interne. » Tu sais, moi, je regardais ça là, en fin de semaine passée, je pense. Je suis tombé sur YouTube, puis j'ai tombé dans des théories du complot de la COVID-19. Écoute, tu t'en perdrais ton latin, là. Oui, parce que on s'entend bien, là, adhérer à ces... Parce que l'idée du complotisme, là, de façon très, très large, comment on le voit, ce sont des gens qui vont... Il y a ceux qui vont faire le complot, hein? Donc ces gens-là, ils sont partie prenante du complot. Les francs-maçons, ou si on regarde QAnon, dont on a beaucoup parlé au cours de la dernière année, là, en fait, depuis on a parlé plus de QAnon depuis le départ de Trump que durant la présidence de Trump. Hein, le QAnon, c'est le pouvoir américain noyauté de l'intérieur par des satanistes pédophiles. Donc, on comprend que ces satanistes pédophiles, s'ils existent, eux, ce sont ceux qui font le complot, et ceux qui adhèrent à ces idées-là, de façon très large, deviennent aussi complotistes. Hein. Ils sont convaincus que quelque part, des complots agissent dans l'ombre. Et quand tu parles, par exemple, du COVID, puis on va revenir aussi un peu là-dessus, parce que quand on va parler du MK Ultra, bien sûr, on tombe dans les théories du complot, et c'est toujours un peu les mêmes philosophies derrière ça. Les gens ont besoin... Bon, si on vit une pandémie ou si on vit des attentats terroristes, ce sont des éléments ou des événements qui sont très anxiogènes, et on aime bien pouvoir mettre un visage sur quelqu'un, dire « Ah, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel », plutôt que de se dire « C'est le hasard si c'est arrivé comme ça. Le réchauffement de la planète, il faut que ce soit les Américains avec le projet HARP. Il faut que ce soit comme... » Tu sais, ça ne peut pas être le hasard. Le COVID-19 ne peut pas être simplement une mutation d'un virus qui est arrivé dans la société. Non, il faut que ce soit des gens, il faut qu'il y ait un visage, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière ça. Et c'est souvent dans les théories du complot, puis je dis pas que les gens ont tort de penser ça, là. Je prends pas position là-dedans. J'essaie rien d'expliquer la mécanique qui est derrière. Les gens qui adhèrent aux théories du complot ont besoin de mettre un nom, que ce soit Bill Gates, que ce soit les pharmaceutiques, Pfizer ou autres, ils ont besoin de mettre un nom sur un problème, parce que ça devient moins anxiogène que d'imaginer que quelque part, il y a un grand inconnu qui peut être le hasard, qui peut être Dieu, qui peut être la nature. Là, ça devient plus difficile de mettre la tête sur le couperet. Donc, à partir du moment où on identifie des gens
Et là, bien évidemment, il y a des théories qui vont s'articuler derrière ça. Certaines sont vraisemblables, certaines sont fondées. MKUltra, par exemple, quand les gens en parlaient, aujourd'hui on le sait que c'est vrai, mais dans les années 50 ou 60, quand des gens parlaient qu'ils avaient peut-être été manipulés contre leurs intentions par des institutions pour mener des expériences, bien évidemment, on les traitait de complotistes. On disait, ben voyons donc, c'est les services de renseignement américains utiliserait des gens dans des institutions pour mener des expériences à leur insu, ça n'a pas de sens. Et pourtant, aujourd'hui, on sait que malheureusement, ça s'est produit. Et ça s'est produit chez nous. C'est pas seulement quelque chose d'éloigné aux États-Unis. Il y avait une situation très particulière. Dans les années 50, le directeur du Allen Memorial, un hôpital pour les gens qui souffraient de problèmes mentaux, un hôpital de Montréal qui était associé au Royal Victoria et à l'Université McGill, le directeur de cet hôpital s'appelait Ewen Cameron et c'était un Américain qui pratiquait au Canada, donc de l'autre côté de la frontière. Et ça lui donnait une espèce de double statut, pas une double citoyenneté, mais bel et bien un double statut. Donc il pouvait empocher des sous des services secrets américains sans que l'argent passe de l'autre côté de la frontière, mais lui pouvait continuer de mener ses expériences sur des Québécois à Montréal, et tout ça en toute impunité. Donc, il y avait une situation qui était très particulière, mais évidemment, quand les gens parlaient de ça, ou quand des gens ont dénoncé ces recherches-là qui avaient été menées dans les années 50-60, avant que l'information ne soit coulée dans le public, et là, on parle du milieu des années 70, donc de mémoire, c'est en 1974 que les premiers articles sur le MKUltra sont apparus dans le New York Times, mais avant 1974, ces programmes de lavage de cerveau et de contrôle étaient considérés comme une théorie du complot. Donc aujourd'hui, on les retrouve, ces théories du complot, et plus la situation est anxiogène, il ne faut pas se le cacher, depuis la grande grippe espagnole de 1918, la société occidentale n'a jamais connu une situation comme celle qui prévaut actuellement avec l'histoire du COVID-19. Que l'on soit de ceux qui disent, bon, ben voilà, tout ça est vrai, puis tout ce que nous disent les élus est vrai, ou qu'on soit membre ou qu'on adhère à des théories du complot ou qu'on soit entre les deux, quelle que soit notre obédience, il n'en demeure pas moins que l'histoire ou la situation du COVID-19 qui sévit en ce moment est un événement anxiogène que la société occidentale n'a jamais connu, en tout cas n'a pas reconnu depuis 1918-1920, la période qu'a perduré la fameuse grippe espagnole. Et là, bien évidemment, les théories du complot foisonnent et on est dans une situation aussi du jamais vu, c'est-à-dire que même dans les années, par exemple, lorsqu'il y a eu cette fameuse grippe espagnole, il y avait des théories du complot. En fait, les théories du complot, on est capable de reculer même dans la Rome antique, hein, lorsque Rome a brûlé, alors que c'était Néron qui en était l'empereur. La première chose qu'il a fait, c'est accuser les chrétiens. Donc, on avait une espèce de théorie du complot. C'était les chrétiens qui, en catimini, avait imaginé un plan pour incendier Rome. Donc, et il y a des gens qui adhéraient à ça, et ça a été un moment, parce qu'on parle souvent des persécutions chrétiennes, mais les persécutions chrétiennes qui ont perduré jusqu'au début du 4e siècle, ce n'est pas une persécution soutenue. On ne persécutait pas les chrétiens au jour le jour pendant 4 siècles. C'est pas ça qu'on a fait. Il y avait à des moments donnés où il y avait une effervescence politique, des conflits qui menaçait l'Empire, ben on avait besoin de trouver un responsable. Hein? Et qu'en te racontant ça, Yannick, je suis certain que tu es capable de faire la comparaison avec ce qui se passe en ce moment. Là. On a une situation politique, difficile, sociale. On a besoin de trouver un responsable. Et dans ce cas-là, le responsable, c'était les chrétiens. Donc, pendant un petit moment, on poursuivait les chrétiens, on les accusait de tous les maux. Ils devenaient les gens qui faisaient les complots dans l'ombre. Et ça calmait les esprits. Et tout au long de l'histoire, on a vu des situations comme celle-là se produire. Ce qui est différent aujourd'hui quand on parle des théories du complot, que ce soit le COVID, que ce soit les attentats du World Trade Center, ou même des théories du complot plus anciennes, hein, comme par exemple l'attentat contre le président Kennedy. Ce que l'on a aujourd'hui de différent par rapport aux époques passées, on a les médias sociaux. Et les médias sociaux deviennent un extraordinaire exutoire
pour les gens qui adhèrent à n'importe quelle théorie du complot. Et là, c'est va voir YouTube, va voir cette vidéo-là, va voir ceci, et on fait une sélection d'images. Et les gens tombent facilement dans un piège. Mais bon, même si je répétais ça, je l'ai déjà dit à l'émission, ça fait quoi, Yannick, ça fait quoi, 5, 6 ans, 7 ans qu'on fait des émissions ensemble. Ouais. Hein, bon, de Radio X-Files, ça dure depuis 2 ans, 3 ans maintenant, mais avant ça, on faisait des émissions ensemble à l'occasion. Et combien de fois j'ai évoqué le biais de confirmation? Ça alimente, hein, on va sur c'est un peu le principe des saucisses high grade. Plus j'aime ça, plus j'en mange, et plus j'en mange, plus j'aime ça. Mais c'est un peu exactement ce qui se passe avec le biais de confirmation. Dans mon salon, chez moi, dans mes appartements, j'adhère à une théorie quelconque. Hein. Je me dis, tiens, voilà, les attentats du World Trade Center ne peuvent pas être le fruit d'une gang d'illuminés qui ont détourné des avions qui ont foncé sur le World Trade Center. Il doit y avoir quelque chose de plus grand derrière ça. J'adhère à la théorie que ça doit être un inside job, hein, passe-moi l'anglicisme, fait par les autorités américaines. Et à partir du moment où j'adhère à cette vision-là, ben, je vais aller sur les médias sociaux et je vais m'alimenter à des médias sociaux qui disent exactement la même chose que moi. Et plus je vais en prendre, bien évidemment, plus les algorithmes des médias sociaux vont me retourner à des vidéos ou à des pages qui entretiennent ma croyance. Et plus je me réconforte dans ma croyance, bien plus je suis convaincu de détenir la vérité. Et bien, c'est comme ça que les théories du complot circulent. Et malheureusement, heureusement, d'une certaine façon, les médias sociaux et l'Internet nous permettent d'avoir accès rapidement à de l'information, mais malheureusement, on ne peut pas bloquer entièrement ces théories du complot en essayant de détourner l'intérêt de la personne qui circule, du surfeur sur l'Internet vers d'autres sources d'informations qui lui permettraient de faire un tri entre les informations. Donc dire, voilà, on me guide vers des médias qui m'explique pourquoi il n'y a pas eu un complot et de l'autre côté, on m'envoie vers des médias où on prétend le complot. Mais il faut avoir toutes les informations pour pouvoir faire un tri à travers ça. Malheureusement, on n'est pas non plus des machines, on est des humains, puis on a des émotions. Et comme le disait si bien Albert Einstein, il est plus difficile de briser une croyance que de briser un atome. Donc à partir du moment où des gens adhèrent à une théorie du complot, bien souvent, même si tu présentais les meilleurs arguments, tu présentais les documents les plus explicites qui déboulonnent un à un les arguments des théoriciens du complot, puis je dis pas qu'il n'y a pas de complot, là, hein, parce que je sais qu'à toutes les fois où j'aborde la question des complots, il y a des gens sur les médias sociaux qui me font des procès en me disant « Christian Page prétend qu'il n'y a pas de complot ». Non, des complots, il y en a tous les jours. Il y en a probablement dans certains dossiers qui touchent la COVID. À chaque fois qu'il y a des gens qui sont dans la misère, il y a des gens qui vont essayer de trouver du capital à cet endroit-là. Tu as tout à fait raison, Yannick. Et à partir du moment, là, des complots, il y en a partout. Hein. Si on reprend la définition, c'est des gens ou des organisations qui cogitent ensemble pour commettre des gestes illégaux, criminels ou immoraux. Ben écoute, à partir où tu as 3 individus qui appartiennent à un gang de rue puis qui décident d'éliminer le chef d'un autre gang de rue, ben on est dans le complot, là. Je veux dire, des complots, il y en a tous les jours. Il y a des petits complots et des grands complots. D'ailleurs, quand je parle des théories du complot, je dis souvent, les gens sont pas intéressés par les complots. Ce qui intéresse les gens, c'est les super complots. Hein? 2 individus dans un sous-sol qui décident d'éliminer un dealer de drogue. C'est un complot, mais ça n'intéresse pas les gens. Ce qui les intéresse, c'est les grandes théories du complot. C'est le World Trade Center, c'est le contrôle des climats par des projets secrets, c'est le COVID. Ce sont donc des complots internationaux, les super complots. Mais encore une fois, les complots, ils existent. Est-ce que les super complots existent? Là, c'est plus difficile parce que, bon, il est rare qu'un des super complots, là, il y en a plusieurs, on n'a pas été sur la Lune, le contrôle des climats, comme je l'ai mentionné, le COVID, le World Trade Center, les super complots, même si on retrouve 5 à 10% des populations occidentales qui vont adhérer à ces théories du complot, généralement, ces grandes théories du complot ne résistent pas bien à un
examen critique. Mais encore une fois, on est humain, je comprends que des gens ont besoin d'identifier des sources derrière, des événements sur lesquels on n'a pas le contrôle, parce que ces événements-là nous sont anxiogènes, et on va imaginer, on va adhérer à des théories du complot, et à partir de ce moment-là, ben moi, je baisse les bras, je l'ai essayé à maintes reprises dans des conférences. J'ai même écrit un ouvrage là-dessus. Puis combien de fois je l'ai répété, hein, c'est à la demande de mon éditeur. Je faisais une chronique à la radio qui s'intitulait Mythes et complots. J'abordais souvent les complots. C'est un sujet qui m'intéressait. J'en avais souvent parlé dans des groupes de discussion, disons, sociologique, où on parlait de l'évolution des théories du complot. À la demande de mon éditeur, à ce moment-là, on me dit, est-ce que tu voudrais écrire un livre sur les complots? Je l'ai fait, mais je peux t'assurer qu'il n'y aura pas un livre, L'enquêteur des théories du complot, tome 2. Ça n'arrivera pas. Parce qu'à partir du moment où je l'ai fait, écoute, ces gens-là, très souvent, les gens qui adhèrent à des théories du complot, il n'y a pas de zone grise. Hein. C'est tout est blanc ou tout est noir. Ouais. Et écoute, j'étais habitué à ce que mes propos soulèvent des critiques, en particulier les adhérents, parce que dans le domaine du paranormal et de l'insolite, il faut bien s'entendre, on est dans le domaine de la croyance, hein, que tu crois aux visites extraterrestres ou que tu crois aux fantômes. Ici, on n'est pas dans l'univers de la chimie ou de la physique, c'est-à-dire, c'est pas je prends la substance A, je la mélange à la substance B, puis ça va me donner une substance C. Et ça va toujours être la même chose en laboratoire. Hein, peu importe comment je vais refaire l'expérience, si je mélange A avec B, ça va me donner C. Ça va toujours être ça. 1 plus 1 va toujours donner 2. Mais à partir du moment où tu tombes dans l'univers des croyances, ben là, évidemment, on joue sur la corde sensible des gens, hein? L'adhésion, que ce soit aux extraterrestres, à Dieu, aux fantômes. Là, ça nous prend aux tripes, c'est une corde plus sensible. Et là, à partir de ce moment-là, les gens vont réagir de manière beaucoup plus cinglante. Et dans le cas des théories du complot, et quand je dis les théories du complot, c'était les théories des super complots que j'ai déboulonnées une à une. Écoute, ça a été à un point, là, des gens me menaçaient, là. Je faisais de la radio à Montréal et des gens disaient, on sait où est la station de radio, on va aller là, on va te casser les jambes, on va te faire fermer la gueule. D'ailleurs, tu as déjà eu ton bodyguard? Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est bon, là, écoutez, là, moi, je livre de l'information, vous la prenez. Si vous me dites, ben, Christian Page est plein de marde, et on n'écoutera pas ce qu'il dit, ben là, libre à vous. Si vous pouvez changer de station, vous n'êtes pas obligé de lire mes livres. Bon, je veux dire, mais j'ai essayé de m'adresser à des gens qui oscillaient, des gens qui étaient plutôt dans la zone grise, qui avaient entendu parler de ces histoires-là, et qui se sont dit, ben, écoute, je ne suis pas un spécialiste, mais j'aimerais connaître un peu les détails. Pourquoi des gens croient qu'il y a un complot? Pourquoi les faits ne coïncident pas avec le complot? Puis, je pense l'avoir assez bien fait. C'est un ouvrage que je défends encore aujourd'hui, ce livre sur les théories du complot. Lorsque je l'ai écrit, c'était en 2017, et aujourd'hui, 4 ans plus tard, je relis ça, puis je trouve que ça n'a pas vieilli, ça n'a pas pris de ride, c'est parfait. C'est exactement encore, à moins qu'il arriverait de nouveaux faits qui viendraient remettre en question ce qui a été écrit, mais pour l'instant, ça n'est pas arrivé. Et donc, je continue de défendre les hypothèses qui étaient développées dans cet ouvrage, mais je peux comprendre, hein, je veux dire, je suis pas un imbécile, je peux comprendre que des gens ne soient pas de mon avis et qu'eux ont leurs opinions. Tu sais, moi, je n'irais pas aller sur les médias sociaux, commencer à menacer des gens, mais aller chez vous, me te casser les jambes parce que, bon, tu crois pas, tu crois qu'il y a un complot derrière le World Trade Center. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Tu sais, mais bon, c'est ça. Tu étais parti sur une bonne trotte. Oui, c'était mon éditorial sur les théories du complot. Mais bref, c'est ça. Donc, des complots, il y en a. Yes. Mais ce sont des petits complots. Les grands complots, là, c'est autre chose. MK Ultra a peut-être été l'un des grands complots. Parce que c'était l'envergure de ce projet-là, c'était pas 4 individus cachés dans un sous-sol, là. C'était l'envergure du projet MK Ultra était très importante et on n'a pas vu souvent dans des administrations occidentales, hein, on parle pas là des pays qui sont dirigés par des juntes militaires ou autres, mais dans les grands pays occidentaux, on a rarement vu une théorie un complot prendre une telle ampleur et avoir des subsides gouvernementaux aussi importants. C'est pas simplement 2 individus qui vendent de la drogue puis ils financent leurs activités avec leur vente de drogue dans les rues, là. C'était le MK Ultra était financé à même les budgets de l'État
Et ça, c'est très particulier, cette histoire-là. Donc, on va revenir là-dessus en deuxième partie d'émission. Parfait. Passons donc aux actualités de la semaine. On parle des ovnis et du Pentagone. C'est une saga. C'est une saga, Yannick. On en a parlé souvent au cours de l'année dernière. C'est vrai que les ovnis ont rarement été aussi populaires. Il faut pratiquement retourner dans les années 70 pour retrouver cet engouement pour la question des ovnis qui était tombé un peu en désuétude. On parlait des ovnis, les gens soulevaient un peu les épaules pour savoir, oui, les X-Files, puis on faisait des tout-dou-dou-dou-dou, mais ça restait, c'était devenu un sujet excessivement marginal. La dernière les grandes activités, le grand engouement pour les ovnis, ça a été durant les commissions d'enquêtes américaines dans les années 50 et 60 et jusqu'aux années 70 avec d'importantes éclosions dans le domaine de la science-fiction qui reprenaient les thématiques des ovnis et des visites extraterrestres. Et là, peu à peu, on a vu un désintéressement du sujet. Et puis, depuis, je te dirais grosso modo, depuis 2017, depuis la publication d'abord dans un article du New York Times qui annonçait que le gouvernement américain, même s'il prétendait sur la place publique s'être retiré de l'étude des ovnis depuis les années 60, on apprenait par cet article de 2017 dans le New York Times que le Pentagone n'avait jamais tout à fait abandonné la question des ovnis. Il gardait le sujet dans le collimateur. Il avait même financé des projets modestes, il faut bien le dire, mais des projets quand même pour étudier cette question des ovnis. Puis en même temps est arrivée la publication à travers et principalement dans les médias sociaux de 3 vidéos qui auraient été filmées par des pilotes de la US Navy qui montraient de ces fameux objets volants non identifiés, pour reprendre la nouvelle appellation que le département de la Défense leur donne, ce sont des UAP, des phénomènes aériens non identifiés. On essaie de mettre de côté un peu l'acronyme OVNI qui a perdu peut-être un peu de sérieux avec les années. Donc on parle maintenant de UAP et ces vidéos sont pas très impressionnantes, là, soyons quand même conscients de ça. Les vidéos qu'on nous montre, si quand on entend les commentaires des pilotes, et on entend un d'ailleurs dans la signature au début de l'émission Radio X-Files, les pilotes disent « Oh, wow, cet objet semble aller contre le vent, il voyage à 250 nœuds. » Bon. Mais si on enlève le son et on ne retient que l'image, ces vidéos ne sont pas très impressionnantes. Ils ont été tournés en noir et blanc. En fait, c'est en vision infrarouge. On voit une masse sans détail qui est devant la caméra, qui ne fait pas de mouvement aéronautique particulier. On voit l'objet qui est là, qui pivote un peu, mais c'est rien d'impressionnant. Les commentaires des pilotes sont plus impressionnants que les images elles-mêmes. Donc, bref, ces vidéos-là ont commencé à circuler. La US Navy a éventuellement reconnu que ces vidéos étaient authentiques. Et là, écoute, ça a été un peu le coup d'envoi à ce nouvel intérêt pour la question des ovnis à partir du moment où le département de la Défense reconnaît que les images sont authentiques. Attention, elle dit les images sont authentiques, ça ne veut pas dire que ce que l'on voit vient d'une autre planète. C'est un peu si tu prends une photo du Père Noël, puis tu me donnes la photo, je vais dire « Oh Yannick, ta photo, elle est authentique. C'est une vraie photo, effectivement, prise avec un appareil photo. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça ne veut pas dire que ce que je vois sur l'image, à savoir le Père Noël, que c'est authentique. Tu comprends? Donc, mais les gens mélangent souvent bonhomme vert avec ovni. C'est pas du tout la même chose. Là. Pas du tout. D'ailleurs, le département de la Défense, j'imagine qu'il y a plein de gens au département de la Défense qui doivent sourire en voyant l'intérêt que soulève la question auprès des amateurs d'ovnis. Parce que les amateurs d'ovnis, puis là, je parle pas de toi, moi et monsieur tout le monde, qui se disent, ça se peut-tu qu'on soit visité par des extraterrestres, qui posent la question. Mais tu as vraiment des mordus là, qui sont convaincus qu'on est visité par des extraterrestres et qui réclament depuis des années, on veut la vérité, mais en fait, ils veulent leur vérité. En fait, on veut la vérité à condition que cette vérité ou cette réponse soit « nous sommes visités par des extraterrestres ». On n'acceptera pas aucune autre explication que celle-là. Si ce n'est pas ça l'explication, c'est forcément parce qu'il y a un complot où on nous cache des choses. Donc là, on a un peu un problème et tu as tout à fait raison. Donc quand les gens parlent d'OVNI, j'imagine dans les officines du Pentagone, on parle de phénomènes aériens non identifiés sans nécessairement mettre une étiquette.
Mais les gens à l'extérieur, les mordus des ovnis, évidemment, eux, voient là-dedans immédiatement des véhicules extraterrestres. On fait dire à des documents ce qu'ils ne disent pas. On en avait parlé d'ailleurs l'an dernier. Durant l'été, le département de la Défense avait émis un document où il parlait d'observation d'ovnis. C'était à la demande du Congrès. Et là, on isolait des phrases. Comme je me rappelle, il y a un paragraphe en page 3 qui dit « Certaines de ces manifestations semblent avoir présenté des mouvements aéronautiques spectaculaires. » Fait que là, tous les amateurs d'OVNI ont saisi cette phrase-là, puis on l'a vu circuler partout dans les médias sociaux. Sauf que la phrase suivante, ils l'ont oubliée. La phrase suivante disait « Le problème, c'est que ces observations ne sont pas sont insuffisamment documentées et ces comportements apparemment extraordinaires pourraient résulter de canulars, de problèmes d'équipement, de mauvaises configurations, donc etc., etc. » Mais ça, évidemment, les amateurs d'OVNI ont vite oublié la suite du paragraphe. On s'est contenté d'isoler la première phrase. Donc, c'est un peu ça. Ils veulent tellement voir des extraterrestres qu'ils font une espèce de sélection arbitraire, à la fois d'images, à la fois de documents. Mais bref, ça a soulevé énormément d'intérêt. Et comme tu le dis, le mot OVNI, il est normal que les services gouvernementaux, et qui plus est le département de la Défense américaine, il est normal que ces gens-là s'intéressent aux objets volants non identifiés. Parce que, les films qu'on nous a montrés, on a appris plus tard, lorsque la US Navy a confirmé leur authenticité, on a appris que ces images avaient été tournées lors de manœuvres militaires. C'était d'abord en 2004 sur la côte ouest américaine et puis fin 2014, début 2015 sur la côte est américaine. Donc, la US Navy participait à des opérations, à des manœuvres. Et au-dessus de ces territoires de manœuvre, et donc on comprend bien à partir du moment où on parle de territoire ou de zones de manœuvre, ça devient des zones qui sont top secret. Donc, on ne peut pas arriver avec un avion puis entrer dans cette zone-là alors que les militaires participent à des exercices. Et là, voilà que des objets sont apparus dans ces secteurs-là. Évidemment, pour le service, pour le département de la Défense, il est important de savoir quelle est la nature de ces objets pour plusieurs raisons. D'abord, est-ce que ces objets-là auraient pu être d'autres avions américains appartenant à la US Navy? Si c'est le cas, comment expliquer que des pilotes chevronnés n'aient pas été en mesure de comprendre ou d'identifier que l'objet qui était devant eux était un des leurs? Parce qu'on se dit, ils ont tout l'équipement nécessaire. Comment le pilote a-t-il pu ne pas reconnaître que l'appareil devant lui était soit un F-18 ou un F-35? Ça devient invraisemblable. Donc, on doit comprendre qu'est-ce qui a créé cette confusion chez le pilote. Si ce n'est pas le cas, si l'objet qui était devant le pilote, qui a soulevé autant d'intérêt, est-ce que c'est un appareil qui appartient à une force militaire étrangère qui est en train de surveiller nos activités militaires? Et si c'est le cas, on parle peut-être de la Chine, on parle peut-être de la Corée du Nord, on parle peut-être des Russes. Peu importe, il est important de savoir quelle est la nature. Si ces objets-là ne sont pas à nous, ils sont certainement à quelqu'un d'autre et il faut savoir à qui ils sont et pourquoi ces gens-là, entre guillemets, je mets le mot gens, pourquoi ces gens-là se retrouvent au-dessus de territoires où on fait des manœuvres militaires. Donc, il est normal. C'est une agression de frontière, on va se le dire. Bien sûr. Donc, il est important, on peut comprendre l'intérêt du département de la Défense de savoir ou d'identifier ces objets. Mais évidemment, dès qu'on sort du cadre militaire ou dès qu'on sort des officines du Pentagone, à l'extérieur, on a tout ce public, cette faune de gens des gens qui disent tout ça est de la foutaise, de ceux qui haussent les épaules, qui se disent ça serait intéressant de savoir ce que c'est, et à l'autre extrémité du spectre, tu as les mordus des extraterrestres qui, eux, croient que le département de la Défense est impliqué dans un complot pour nous cacher l'information depuis des décennies et que ce qui se passe actuellement n'est qu'un dernier épisode de cette longue saga de dissimulation d'informations sur les ovnis. Et j'en arrive un peu à ma nouvelle du jour parce qu'elle est quand même amusante. Quand on regarde un peu l'historique, puis je ne veux pas remonter à Mathusalem, mais regardons uniquement pour l'automne dernier ce qui s'est produit, parce que c'est un peu la conséquence de ça qui a suivi dans la période de Noël. Donc, l'automne dernier,
on savait que le département de la Défense avait demandé un budget, comme chaque année, ils établissent leur budget, et ils ont déposé devant le Congrès une demande de budget à la hauteur de 768 milliards de dollars. Et donc, le Congrès doit plancher sur ces demandes, ces différentes demandes, pour entériner le budget. Et le processus américain, c'est à partir du moment où le Congrès entérine le budget de la défense, il va accompagner ce budget-là de recommandations. Et ces recommandations-là, c'est un document qui s'appelle le National Defense Authorization Act, l'acte de l'autorisation pour la défense nationale. Ça le dit bien, autorisation. C'est pas une obligation. Le Congrès dit, par ce document, voilà, on accepte le budget tel qu'il est avec quelques recommandations. On voudrait que ceci soit fait, que cela soit fait, mais en aucun temps le NDAA, le National Defense Authorization Act, en aucun moment ce document-là force le département de la Défense à faire quoi que ce soit. C'est un peu comme toi, Yannick, je te dis, le ministère du Transport au Québec t'autorise à rouler à 100 km/h sur l'autoroute 40. Il t'autorise à le faire. Il ne t'oblige pas à le faire. Si tu veux rouler à 70 km/h, libre à toi, mais il t'autorise à le faire. Et c'est un peu la même chose avec le NDAA. Ce n'est pas une obligation, c'est une proposition, un vœu pieux. On aimerait que tel ou tel truc soit fait. Donc, l'automne dernier, alors que le département de la Défense dépose son budget devant le Congrès américain, il y a une section dans ce grand budget-là, un énorme document, plus de 1000 pages, il y a une petite section, 1653, ou un truc comme le point 1653, je crois, où on dit, le département de la Défense dit, on va peut-être mettre de l'avant un programme d'enquête sur les ovnis pour en savoir un peu plus, compte tenu de tout l'intérêt qui est soulevé avec le public, tout ça. Évidemment, on sent que le département de la Défense a un besoin de rendre compte un peu de ce qui s'est produit. Et le Congrès, à ce moment-là, se dit « Oh, attention, la façon dont le département de la Défense décrit leur projet, c'est très fermé, c'est très hermétique. On a peur que le public ne soit pas correctement informé, ce qui donnerait naissance à de nouvelles théories du complot. On ne veut pas tomber dans les erreurs du passé. » Et là, donc, on voit une mobilisation de quelques membres, et à la fois du Parti démocrate et républicain, pour dire on voudrait un programme plus élargi. Et cette manœuvre-là, ce projet-là, cet amendement, que ce serait plus exact de dire, cet amendement, il est piloté par la sénatrice de l'État de New York, Kirsten Gillibrand. Et alors que tout ça se discute, parce que on le comprend, là, Yannick, on n'a jamais vu ça dans l'histoire des ovnis depuis les années 60, que soudainement, les officines en place discutent ouvertement de la question des ovnis. Écoute, on parle d'ovnis au Congrès américain, on parle d'ovnis au Pentagone, on en parle dans tous les grands médias, pas seulement des médias marginaux, là, mais les grands réseaux, les grands journaux, le New York Times, le Washington Post, CNN, tous les grands réseaux parlent de la question des ovnis. Donc, on n'a jamais vu ça, c'est du jamais vu. Et alors que tout ça se discute sur la place publique, que les médias parlent de ça, le 23 novembre dernier, le département de la Défense, certains diront qu'il a voulu court-circuiter ce qui se faisait, mais néanmoins, le 23 novembre dernier, le département de la Défense annonce de manière unilatérale, sans même attendre les recommandations du Congrès, sans attendre quoi que ce soit, sans se préoccuper des besoins du public d'avoir de l'information, le département de la Défense annonce la création d'un groupe qui va s'intéresser à la question des ovnis. Ce groupe s'appelle, entre guillemets, « Groupe de gestion et de synchronisation pour l'identification des objets aériens ». Ça ne dit pas grand-chose, mais avec ça, le département de la Défense annonce, on a décidé de mettre de l'avant notre propre groupe, puis peu importe ce que pense le Congrès, peu importe ce que pense le public, c'est notre groupe, puis on va s'intéresser à la question des ovnis. À ce moment-là, les gens du Congrès qui avaient piloté cette espèce d'amendement plus élargi, un amendement qui était proposé principalement, comme je l'ai mentionné, par la sénatrice new-yorkaise Kirsten Gillibrand,
on s'est dit, est-ce que le département de la Défense essaie pas de nous prendre à contre-pied, puis il va imposer ses lois, puis etc., etc. Donc, on a continué au Congrès d'aller de l'avant avec cette idée-là. Et début décembre, le budget du département de la Défense a été entériné par le Congrès. Le budget de la Défense s'est retrouvé sur le bureau de Joe Biden. Et avec ça, avait le document d'accompagnement, le fameux NDAA, le National Defense Authorization Act. Et dans ce document-là, on avait cette recommandation piloté par Mme Gillibrand, qui disait « On souhaiterait que le département de la Défense crée un groupe ouvert sur la question des ovnis, qu'il voit à savoir en impliquant non pas seulement des militaires, en impliquant pas seulement des observations d'ovnis faites par les militaires, comme l'avait initialement annoncé le département de la Défense, mais qui inclurait également des observations faites par des pilotes de l'aviation civile et également d'inclure dans la réflexion des scientifiques de la NASA ou de d'autres domaines de l'aéronautique. C'est tout à fait noble, hein? Il n'y a rien à dire là-dedans. Ce que demande le Congrès est tout à fait noble. Mais néanmoins, ce qui m'a fait sourire, Yannick, c'est à partir du moment où ce document-là se retrouve sur le bureau de Joe Biden, et évidemment, là, ça devient à ce moment-là une simple question de protocole. Le président Biden a signé le document puisqu'il avait été entériné par le Congrès. Donc, lui a simplement déposé sa signature au bas du document. Et c'est de voir le jour même où le président Biden a signé ce document-là, écoute, ça en était presque pathétique de voir sur les médias sociaux, les sites qui étaient les gens qui sont des mordus des ovnis, écoute, ils écrivaient des trucs énormes, là. Tu sais, c'est enfin, nous avons notre nouveau groupe d'enquête sur les ovnis. À partir du moment où Biden a signé, l'encre n'est pas encore sèche dans le bas du document, c'est on a enfin notre nouveau groupe sur les ovnis. Et je te parle autant d'ufologues au Québec qu'à l'étranger, là. C'était à l'échelle internationale. Et là, des gens disaient un soleil se lève sur une aube nouvelle. 2022 sera l'année des ovnis, l'année de la révélation. Écoute, l'encre n'était pas encore sèche dans le bas de la page, puis on en était là. Et moi, je regardais ça en riant, mais je me disais, ces gens-là vivent sur une autre planète, une planète qui est peuplée de licornes, de farfadets. Ils n'ont aucune idée de comment fonctionne l'administration du Pentagone pour avancer des énormités semblables. J'ai dit, ils vont déchanter. Et effectivement, première semaine de janvier, donc il y a quelques jours à peine, là, tous ces ufologues qui nous annonçaient une aube nouvelle doivent tous avoir une tête un peu à la Grumpy Cat, hein, tu sais, ce chat un peu renfrognard qui a été utilisé beaucoup comme mème sur les réseaux sociaux. Ils doivent avoir un peu le taquet bas parce que quand un journaliste, il y a quelques jours, pose la question au Pentagone, on dit « Oui, et finalement, dans votre budget, il y a cette histoire, l'amendement Gillibrand pour la création d'un organisme d'enquête sur les ovnis. Vous allez faire quoi? » Et la porte-parole du Pentagone a répondu « Ben, on l'a créé, ce groupe-là. » Et là, tu t'imagines la discussion entre le journaliste et la porte-parole, c'est « Ah oui, vous l'avez créé, où ça? » Ben, on l'a créé dans notre propre groupe qu'on avait créé le 23 novembre. Là. On a créé une nouvelle petite cellule là-dedans. Et je te rappelle, Yannick, que ce groupe-là qui a été créé le 23 novembre dernier, la gestion de ce groupe-là a été confiée au sous-secrétaire à la Défense pour les questions de sécurité et de renseignement. C'est un organisme qui n'a jamais rien fait d'autre que de l'espionnage militaire. Rien d'autre que de l'espionnage militaire. Alors, quand le journaliste demande à Susan Coates, la porte-parole du Pentagone, vous avez créé où ce groupe-là sur les ovnis? Elle dit, on avait créé, vous vous rappelez que le 23 novembre, on avait annoncé qu'on créait un groupe sur les ovnis? Oui. On a créé ce groupe-là à l'intérieur de l'autre. Écoute, Yannick, c'en est mourant. Et si je prends pas position, là, oui, non, les ovnis extraterrestres, pas extraterrestres, c'est simplement de regarder ça froidement d'un œil journalistique. C'est un peu, Yannick, comme si toi, tu entrais dans un restaurant chic de Québec et au moment de franchir, tu es là en jean et en t-shirt, et au moment de franchir le seuil, le portier te dit « Oh, oh, Monsieur Marceau, ici c'est un restaurant chic, le port de la cravate est de mise. Tu sors à l'extérieur, tu vas dans ta voiture, tu te mets une cravate, mais tu rentres avec tes jeans et ton t-shirt. » Ça en est ridicule.
recule. Et là, j'essaie d'imaginer tous ces ufologues qui, à partir du moment où Biden a signé le budget de la défense, tous ces ufologues qui annonçaient une aube nouvelle, l'année de la révélation, et ils doivent déchanter aujourd'hui parce que finalement, on en est exactement, que ce soit cet amendement de Mme Gillibrand, qui est tout à fait noble, tout à fait louable, hein, on ne peut pas être contre la vertu, puis ce qui était demandé était tout à fait louable, mais comme le département de la Défense dit, ben voilà, on a créé une cellule au sein d'un organisme qu'on a nous-mêmes créé, dont on a édicté les lois et dont la responsabilité relève du sous-secrétaire à la Défense pour les questions de sécurité et de renseignement, ben finalement, ça n'ira pas plus loin. Donc, évidemment, les ufologues vont crier à la théorie du complot, les militaires nous cachent encore des choses, et là, évidemment, dans ce document-là, une des grandes questions qu'avait demandé le Congrès, c'était que le département de la Défense remette une fois l'an un rapport faisant le point sur la question des ovnis. Donc, j'imagine que pour pouvoir plaire, hein, parce qu'on essaie de ménager la chèvre et le chou, on le voit bien, lorsque le département de la Défense va publier son rapport l'automne dernier, ben, je pense qu'il faut s'attendre à un tout petit rapport comme celui qui a été déposé, je te le rappelle, l'été dernier, qui était un document de 9 pages, qui ne disait à peu près rien, simplement de dire, ben, on a des cas qui ont été rapportés par des pilotes, puis on ne sait pas ce que c'est, puis on regarde ça. Et donc, c'est malheureusement un peu la situation. Mais, comme je te dis, c'est un peu grotesque de voir comment les amateurs d'OVNI ont accepté cette nouvelle que le président Biden entérine le budget de la défense, et là, du jour au lendemain, on a une nouvelle organisation d'enquête sur les ovnis, tout ça. C'était vraiment très mal connaître l'administration américaine et particulièrement l'administration du département de la Défense pour pouvoir imaginer que ça se ferait comme ça dans un claquement de doigts. Tu sais, moi, je regardais ça, je me disais, mais coudonc, ils s'attendaient à quoi? Là, tu sais, que le département de la Défense ouvre les portes du Pentagone et invite les ufologues en disant, ben, venez-vous-en, on va vous donner un petit verre de lait puis des biscuits, on va discuter. Mais voyons, c'est pas comme ça que ça va se passer. Un beau gros buffet. Ben ouais, on va faire un buffet, puis on va vous demander votre opinion, ce que vous en pensez des ovnis. Tu sais, je dis, ben voyons donc. Tu sais. Et effectivement, malheureusement, et là encore une fois, j'insiste bien, là, je prends pas position si oui ou non on devrait enquêter sur les ovnis. Est-ce que oui ou non on est visité par les extraterrestres? Je prends nullement position dans ce débat-là. La seule chose que je dis, c'est que ceux qui anticipaient l'apparition ou la création d'une cellule au sein du département de la Défense pour enquêter sur la question des ovnis avec une ouverture sur ce que le public pourrait avoir accès comme information, bon, ça n'arrivera pas. Le département de la Défense a toujours fait ces choses un peu en secret et il peut avoir ses raisons. Il ne faut pas imaginer qu'on nous cache forcément des extraterrestres dans un hangar avec des morceaux de soucoupe volante. Peut-être que le département de la Défense est... Je te donne mon opinion, là c'est purement l'opinion du gars, là, puis je veux dire, on peut en débattre tant que vous voulez, puis vous pouvez me dire que je suis un épais, puis bon. Mais mon opinion à moi, Yannick, là, personnellement, l'individu, de voir que le département de la Défense a confié l'administration de cette unité d'enquête sur les ovnis à son sous-secrétaire à la Défense pour les questions de renseignement et de sécurité, un organisme qui, je te le rappelle, n'a jamais rien fait d'autre que de l'espionnage militaire, ça me laisse croire que le département de la Défense prend position dans le débat en disant, pour nous, là, il est clair que les ovnis, c'est pas des extraterrestres, c'est forcément une nation étrangère terrestre, ennemi des États-Unis, à savoir ou la Chine, ou les Russes, ou la Corée du Nord. Et c'est pourquoi c'est le service du renseignement et sécurité qui gère le dossier. Et si c'est ça, cette situation-là, on peut comprendre que le département de la Défense garde le secret là-dessus. Tu comprends, si le département de la Défense s'intéresse à des questions de drones qui pourraient être utilisés par les Soviétiques, par les Russes, pardon, ça quand je dis soviétique, ça traduit mon âge. Ça vieillit un peu. Oui, c'est ça, donc par les Russes ou encore par la Chine, ben, on comprend que le département de la Défense veut garder toute cette information-là secrète. Donc, le département de la Défense a peut-être de très, très bonnes raisons de garder l'information secrète. Mais c'est sûr que le message que ça envoie au public à l'extérieur, comme toi, comme moi, et comme les gens qui nous écoutent, qui sont intéressés par ces questions-là, ben, le secret, c'est toujours la porte ouverte sur les théories du complot, sur la dissimulation d'informations. Mais une chose est certaine, méfiez-vous des ufologues qui sont trop optimistes.
Il reste à peu près 5 minutes avant la pause, puis on va présenter ensuite la capsule du projet MK Ultra. Peut-être parler de Baba Vanga. C'est une dame qui m'a hanté pendant des semaines et des semaines parce que j'ai lu un peu sur son histoire de vie et ses prédictions. On la considère un peu comme Nostradamus. Oui, la Nostradamus des Balkans. Elle est décédée, je crois, mi-90, peut-être 96, 95, 96. Exact, en 1996. Ouais. Oh, c'est bien. Ou bien tu as de l'information devant toi ou tu as une excellente mémoire. Jamais j'oserais. Donc, c'est ça. Elle est née en 1911, morte en 1996. C'est une dame. Hein. Bon, elle vivait, comme on le dit, dans les Balkans. Donc, c'était les Bulgares. Et c'est une voyante. Elle a perdu la vue à l'âge de 12 ans. Et à partir de là, elle s'est mise à faire des prophéties. La problématique avec les prophéties de Baba Vanga, c'est qu'elles n'existent pas sous forme écrite. Elle racontait ses voyances, elle les racontait à des gens autour d'elle, à ses enfants, à ses petits-enfants, ou des gens qui étaient des proches, des gens de la famille, ou encore des amis proches. Donc, elle a raconté des dizaines et des dizaines de visions qu'elle a eues de l'avenir. Et ces gens-là, bien évidemment, à chaque année, ils nous rappellent des prédictions ou des visions qu'avait Baba Vanga, qu'elle a annoncées. Et comme tu l'as mentionné, elle est décédée en 96. Donc, ce sont des prédictions qu'elle a faites il y a maintenant pratiquement 30 ans. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, qu'est-ce qu'elle annonce pour l'année 2022? Bon, d'abord, disons que on prête à Baba Vanga un taux de 85% d'acuité dans ses prédictions. Oh. Ça, c'est ce que ses proches disent. Hein? Quand elle fait des prédictions, elle tombe pile à 85% du temps. Elle aurait prédit apparemment les attentats du 11 septembre, la mort de Lady Di, qui était en 1997, la catastrophe nucléaire de Fukushima, qui était le 11 mars 2011, les élections de Barack Obama en 2008. Donc, elle aurait prédit tout ça avant sa mort. Et là, qu'est-ce qu'elle nous annonce pour l'année 2022? Donc, je t'ai sorti 5 prédictions de Baba Vanga. Elle dit d'abord qu'il y aura une prise de contrôle de la réalité virtuelle. Donc, les gens vont passer encore plus de temps arrivés derrière leur écran et vivre dans un monde factice qui est celui des hologrammes et celui des écrans d'ordinateur, l'univers de la matrice, autrement dit. Donc, on vous rappelle qu'elle est décédée en 96. Donc, 96. Mark Zuckerberg, ça ne dit absolument rien. Non. Donc, c'est vrai que si elle a bien dit ça, parce que je te rappelle, on n'a pas d'écrit. Donc, c'est une tradition, les prédictions de Baba Vanga, c'est une tradition qui va du bouche à oreille. Donc, quand les gens nous disent ça, est-ce qu'elle a vraiment dit ça? Est-ce que c'est les mots qu'elle a vraiment utilisés? Est-ce qu'il n'y a pas une réinterprétation de ses prédictions, de ses visions? Mais en tout cas, pour 2022, on nous annonce ça. On nous annonce également, ça c'est un peu poche, une nouvelle épidémie, en fait, une nouvelle pandémie à l'échelle mondiale. Cette fois, elle ne sera pas causée par un COVID, mais elle sera causée par un virus à cause du réchauffement de la planète. Le permafrost en Sibérie va devenir plus exposé et on va voir apparaître un virus qui était congelé finalement depuis des millions d'années, qui va se retrouver cette fois décongelé et va se mettre à circuler et à ce moment-là va infecter des gens et ça va donner naissance à une nouvelle pandémie. Ça, c'est ce que nous annoncent les prédictions de Baba Vanga. Elle nous annonce également que plusieurs grandes villes du monde auront des problèmes d'eau. Bon, ça, si on regarde certains pays d'Afrique ou certains pays du Moyen-Orient, bien évidemment, des problèmes d'eau, c'est assez répandu. Donc, il y aura des problèmes d'eau, lesquels auront des conséquences politiques et qui vont amener pratiquement les pays qui seront affectés par cette tragédie, qui vont pratiquement les amener à la guerre sociale. Ensuite, elle nous annonce en Inde des températures qui pourraient monter jusqu'à 50 degrés centigrades, toujours avec le réchauffement de la planète. Et elle nous annonce, un peu comme les plaies d'Égypte, elle nous annonce une razzia par des criquets et des sauterelles de toutes les plantations et qui va amener des grandes parties de l'Inde au bord de la famine. Et ensuite, elle nous annonce pour 2022 une série de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, des inondations, des tsunamis. Donc, bref,
ce qui me fait un peu sourire quand on regarde le contenu des prédictions de Baba Vanga, elle ressemble un peu à toutes les prédictions que nous font les super voyants, les Nostradamus de ce monde. Et je pense qu'il ne faut pas avoir un talent extraordinaire pour dire l'an prochain, là, il va y avoir des tsunamis puis des tremblements de terre. Il y aura des pays qui vont se retrouver avec des problèmes de famine, avec des problèmes d'eau. Il y aura des pays qui vont être renversés par des juntes militaires. Écoute, si tu n'as pas vraiment besoin d'avoir un don de clairvoyance, parce que plus ça change, plus c'est pareil. Et malheureusement, c'est un peu le jeu que font ces voyants-là. Puis évidemment, comme je me rappelle, un ami me disait, tu sais, Nostradamus, il disait n'importe quoi sur n'importe quoi. Et à force de dire n'importe quoi sur n'importe quoi, il y a forcément quelque chose qui va se produire. En vous rappelant qu'une horloge brisée donne l'heure exacte 2 fois par jour. C'est en plein ça, Yannick. On fait une pause. OK, parfait. On est vendredi 14 janvier 2022. Merci d'être là. Vous êtes dans Radio X-Files. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. En vous rappelant qu'on a une page Facebook, elle se nomme Radio X-Files. C'est l'endroit où on met nos podcasts. Donc, les podcasts de l'émission, le podcast de l'émission sera là dans les prochaines heures. Puis, c'est simple. Vous allez sur Facebook, Radio X-Files. Vous aimez la page et par la suite, vous aurez toute l'actualité qu'on met, moi et Christian. Ce soir, on parle du projet MK Ultra. Mais oui, écoute, je regarde ça, puis on est déjà à la 2e heure. J'avais tellement de choses à te parler. Ça a été la longue période de vacances des fêtes qui fait que j'ai accumulé tout ça. Bon, bref, oui, on est rendu au MK Ultra. Je l'ai mentionné en début d'émission. C'est un projet qui, au départ, est né sous forme d'une théorie du complot. Des gens dans les années 50 et 60 parlaient que les services de renseignement américains faisaient des expériences sur des cobayes humains pour contrôler leur esprit, pour les lavages de cerveau. Et puis, éventuellement, ce qui n'était qu'une théorie du complot est devenu réalité dans les années 70 lorsque le New York Times a découvert le poteau rose et a publié une série de documents sur le projet MK Ultra. Et à travers tout ça, on a appris que certaines de ces expériences avaient été menées ici même au Québec, à Montréal, sur des patients qui étaient à ce moment-là hospitalisés ou dans d'autres cas internés dans des cadres de programmes psychiatriques. Et ils ont été utilisés à leur insu pour mener à bien ces expériences orchestrées par les services de renseignement américains, la CIA en tête. Alors sans plus tarder, voici une vision historique du projet MK Ultra. Et bien sûr, le sujet pose encore question aujourd'hui. Est-ce que oui ou non, on peut produire des tueurs par procuration, comme semblait le souhaiter le programme MK Ultra? Et si oui, est-ce que ce programme-là est toujours effectif aujourd'hui dans les services de renseignement américains, sous d'autres noms, bien sûr, mais enterré très, très loin pour être bien certain que le public ne sera pas informé, n'aura pas conscience qu'un tel projet existe. Alors, sans plus tarder, voici d'abord en capsule la vision historique du projet MK Ultra. En 1959, paraît aux États-Unis The Manchurian Candidate, signé Richard Condon. Ce thriller policier, traduit en français sous le titre « Un crime dans la tête », raconte l'histoire d'un groupe de militaires américains qui, durant la guerre de Corée, est capturé par un commando soviétique. Les soldats sont soumis à un lavage de cerveau, puis relaxés. Ils retrouvent leur campement et rentrent bientôt en Amérique. Mais l'un d'entre eux, le sergent Raymond Shaw, ignore qu'il a été programmé à distance pour devenir, au moment choisi, un assassin. Sa cible, le président des États-Unis. Publié en pleine guerre froide, cet ouvrage de fiction a été adapté 2 fois au cinéma. En 1962, dans un film de John Frankenheimer, et en 2004, par le réalisateur Jonathan Demme. Mais ce scénario d'un tueur programmé à son insu n'est-il qu'une fiction, née de l'imagination d'un auteur de génie? Peut-être pas. Dans les années s'échelonnant de 1950 à 1970, les services secrets américains, la CIA en tête,
s'intéressait de près au développement d'armes non conventionnelles par les Soviétiques. La moitié n'étaient que des rumeurs non fondées, comme les armes psychotroniques, mais d'autres offraient des perspectives plus réalistes, comme l'hypnose, la perception extrasensorielle et les drogues psychotropes. C'est ainsi que sont nés les projets MK pour Mind Control. L'idée était d'utiliser des techniques de lavage de cerveau par le biais de l'hypnose, d'électrochocs ou de drogues plus ou moins illicites, comme le LSD. Cet intérêt était d'autant plus justifié que la CIA avait appris que l'Union soviétique cherchait à produire d'importantes quantités de LSD et à s'assurer auprès de fournisseurs internationaux les éléments chimiques nécessaires à sa production. On s'interrogeait à savoir si ces techniques pourraient transformer les personnalités, voire rendre les esprits malléables. Durant la Deuxième Guerre mondiale, des médecins nazis avaient mené des expériences en ce sens sur des détenus des camps de concentration. Après le conflit, via l'opération Paperclip, plusieurs de ces scientifiques allemands se sont retrouvés aux États-Unis, travaillant main dans la main avec des chercheurs américains. Alors, lorsque les rumeurs ont commencé à circuler que les Soviétiques travaillaient à de tels projets, les services secrets américains avaient déjà une petite expertise du sujet. En 1951, la CIA autorise la mise en place du projet Bluebird, rebaptisé projet Artichoke. Le programme vise à développer de nouvelles méthodes d'interrogation, dont un sérum de vérité. En plongeant des sujets en état d'hypnose, en les privant de sommeil ou en leur injectant des doses de thiopental, appelé aussi sodium pentotal, les chercheurs, sous contrat avec la CIA, obtiennent des résultats mitigés, mais suffisamment significatifs pour passer à l'étape suivante, un programme de contrôle de la pensée. En 1953, le directeur de la CIA, Alan Dulles, donne son aval pour la phase 1 de l'initiative. C'est ainsi que le projet MK-Ultra voit le jour. Sa gestion est confiée à un certain Sidney Gottlieb, un chimiste responsable de la section des opérations chimiques du Technical Service Staff. Gottlieb est un paranoïaque notoire. Il est né avec un pied beau, ce qui en fait la caricature du parfait vilain. Guidé par ses obsessions, il va pousser le projet au-delà de toute frontière morale. Au fil des ans, près de 150 projets secondaires vont voir le jour sous le nom parapluie de MK-Ultra. Outre des techniques non violentes comme l'hypnose, ces projets visent surtout à étudier les effets de diverses substances sur les comportements humains. Pour tester ces substances, la CIA ou des comités subalternes recrutent quelques 185 scientifiques, une quinzaine de fondations et une poignée de compagnies pharmaceutiques. Le projet est d'une telle importance que l'agence lui consacre 6% de son budget annuel. L'une des toutes premières séances de test se tient au Addiction Research Center de la National Institute of Mental Health à Lexington, au Kentucky, communément appelé le Centre de réhabilitation de Lexington. Il s'agit d'un établissement carcéral pour détenus souffrant de problèmes de toxicomanie. Les médecins de l'établissement injectent à des prisonniers, principalement de race noire, de puissantes drogues hallucinogènes, surtout du LSD. Ces cobayes, en échange de leur participation volontaire, se voient remettre des doses de drogue correspondant à leur propre dépendance. L'un de ces participants se fait injecter des doses de LSD pendant 174 jours consécutifs. Un autre sujet décède en cours d'expérimentation et plusieurs autres perdent la raison de manière irréversible. À l'issue de ces tests, associés à 149 expériences distinctes du contrôle de la pensée, les laborantins ne s'entendent sur aucun résultat significatif. Mais ces résultats auraient-ils été différents
auprès de sujets n'ayant aucun historique de consommation. D'une éthique douteuse, le MK-Ultra va glisser dans l'indéfendable. Ses prochains sujets d'étude, des femmes et des enfants testés à leur insu. 4 sous-groupes du programme MK-Ultra visent des enfants. Les projets 102, 103, 112 et 117. L'un d'entre eux se tient au Centre international de vacances d'été pour enfants, International Children's Summer Camp, dans le Maine, et ce, avec la complicité des administrateurs. Des enfants y sont soignés pour des troubles dissociatifs de l'identité. Mais ces traitements cachent apparemment des techniques pour les rendre encore plus dissociés. Dans une autre expérience, des étudiants du collège Harvard à Cambridge, au Massachusetts, sont soumis à des stress psychologiques et à des scénarios d'agression extrêmement violents. L'un de ces étudiants n'est nul autre que Ted Kaczynski, qui deviendra plus tard le Unabomber, un tueur en série qui enverra des colis piégés à ses victimes. C'est à cette époque que la CIA commence à s'intéresser aux travaux du docteur Donald Ewen Cameron, le directeur du Allen Memorial, une institution dédiée aux soins psychiatriques et associée au Royal Victoria, l'hôpital universitaire de l'Université McGill à Montréal. Il faut dire que l'Université McGill n'est pas une nouvelle venue dans le giron des institutions travaillant de concert avec la CIA. Au début des années 1950, dans le cadre du projet Artichoke, l'établissement a mené une série d'expériences sur l'apprentissage en situation de privatisation sensorielle. Déjà à cette époque, Ewen Cameron était le directeur du Allen Memorial Institute. Une situation pour le moins particulière, quand on sait que Cameron, un diplômé en psychiatrie de l'Université de Glasgow, en Écosse, était citoyen américain. En 1956, le respecté Journal of Psychiatry publie un premier article signé par Ewen Cameron sur le pilotage psychique. Cette technique, voisine du lavage de cerveau, est, selon lui, une nouvelle approche à la reprogrammation psychique. Pour y arriver, il faut briser la résistance des patients. Cet effondrement, Cameron prétend pouvoir l'atteindre en utilisant diverses techniques, combinant, par exemple, la prise de substances paralysantes, comme des barbituriques, avec l'administration d'électrochocs. Cet article sur le pilotage psychique ne passe pas inaperçu. Peu après la publication, Cameron est approché par un représentant de la Society for the Investigation of Human Ecology, une société écran de la CIA. La Society lui promet une première bourse de 38 000 $ pour mener, sur une période de 2 ans, un projet de recherche sur le pilotage psychique. Le ver est dans la pomme. De janvier 1957 à septembre 1960, la CIA va financer les recherches du Dr Cameron pour un total de 64 242 $. Durant ces années, Cameron expérimente avec diverses drogues. Outre le LSD, dont la CIA commence à craindre les effets imprévisibles, le psychiatre emploie des drogues paralysantes, associées à des séances d'électrochocs de 30 à 40 fois plus intenses que dans les thérapies conventionnelles. Cameron plonge aussi de nombreux patients, sans leur consentement, il va sans dire, dans des comas plus ou moins prolongés, dont l'un pendant 3 ans. Via des dispositifs bricolés dans des casques de football et des haut-parleurs dissimulés dans la chambre des patients, il fait entendre à ses cobayes les mêmes mots et les mêmes phrases, et ce, des heures durant. En sélectionnant des patients internés pour des troubles psychiatriques mineurs, comme l'anxiété ou la dépression postnatale, Cameron obtient sur eux des effets irréversibles, transformant, à leur insu, ces malades en morts vivants. Le plus déroutant dans ces expériences, c'est que Cameron n'atteint jamais cette reprogrammation psychique annoncée. Au lendemain des expériences du Dr Cameron,
la CIA abandonne progressivement l'idée de l'emploi massif de drogue pour se tourner vers des avenues plus technologiques. L'agence finance notamment les travaux du Dr José Delgado, un neurophysiologue de l'Université de Yale. Par l'implantation d'électrodes dans le cerveau, Delgado a découvert qu'il pouvait exercer un grand pouvoir sur ces sujets. Il crée des dispositifs électroniques opérant à base d'ondes radio de fréquence moyenne. Le récepteur, implanté dans le cerveau, permet la modification de l'état psychique dans une plage très large. Les états provoqués incluent la colère, le désir incontrôlé et la fatigue. Delgado arrive à la conclusion qu'aussi bien les mouvements que les émotions et le comportement peuvent être commandés par des impulsions électriques. Dans la même veine, la CIA subventionne les expériences du Dr Ross Haddey de l'Université de Californie. Haddey a démontré qu'il était possible d'influencer un individu par des ondes cérébrales à travers des ondes radio spécifiques. Un autre scientifique, Alan Frey, a réalisé des expériences d'induction du sommeil à distance à travers les ondes électromagnétiques. Il a aussi réussi à provoquer des bruits et d'autres perturbations sensorielles à travers les ondes radio. Le sujet percevait par exemple des bruits qui n'existaient pas dans la réalité. Ces expériences seront poursuivies par Joseph Sharp, qui réussira à transmettre des mots à travers les ondes radio. Toutes ces expériences scientifiques auraient pu être utilisées dans des buts bénéfiques, mais malheureusement, elles sont cachées pour être ensuite monopolisées par les agences de renseignement. En 1963, les services techniques de la CIA font l'objet d'une vérification par le bureau de l'inspecteur général. Cet audit révèle de nombreuses irrégularités éthiques, notamment d'avoir financé des projets impliquant des sujets non volontaires. Certains de ces éléments sont si embarrassants que l'agence comprend qu'il vaut mieux se dissocier de ces projets controversés, qui plus est, des projets qui n'ont apporté aucun élément justifiant le maintien de tels programmes. Le projet MKUltra vit ses dernières heures. En janvier 1973, à la demande du directeur de la CIA, Richard Helms, le docteur Sidney Gottlieb ordonne que tous les documents relatifs au projet soient détruits. L'agence craint une enquête du Congrès après le scandale du Watergate. Mais la bureaucratie étant ce qu'elle est, les documents techniques du projet, ceux décrivant en détail les expériences, et les documents administratifs ne sont pas conservés au même endroit. Conséquence, seuls les documents techniques sont détruits. À l'automne 1974, le journaliste Seymour Hersh, en invoquant la loi d'accès à l'information, met la main sur des centaines de documents administratifs du projet MKUltra. Même si ces documents ne détaillent pas explicitement chacune des expériences menées par la CIA, ils sont suffisamment éloquents pour que Hersh comprenne qu'il vient de découvrir quelque chose de gros. C'est le 22 décembre 1974, via le New York Times, que Hersh révèle le poteau rose. Son article, lequel paraît au lendemain du scandale du Watergate, une affaire qui a sérieusement émoussé la confiance des Américains envers les services de renseignement, donne lieu à des actions immédiates. Le Sénat demande la mise en place d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur les soi-disant activités illicites de la CIA. Un comité qui s'incarne sous la direction du sénateur de l'Oregon, Frank Church. De son côté, le président Gerald Ford ordonne, le 4 janvier 1975, une enquête présidentielle sur ces mêmes allégations. Cette dernière est présidée par nul autre que le vice-président lui-même, Nelson Rockefeller. Pendant des mois, les enquêteurs vont interroger des centaines de personnes, dont le docteur Sidney Gottlieb, qui affirme ne plus se rappeler des détails et éplucher des milliers de documents. Ces derniers, principalement des factures et des devis, sont peut-être vagues quant à la nature des expériences, mais suffisamment explicites pour que les enquêteurs puissent entrevoir l'ampleur du projet MKUltra.
À l'issue de ces enquêtes, la Maison-Blanche reconnaît officiellement les abus menés par la CIA. En 1976, le président Ford signe un ordre exécutif interdisant dorénavant à la CIA et autres services de renseignement l'usage de drogue sur des sujets humains et interdit toute expérimentation de quelque nature que ce soit sur des sujets non informés. En 1977, la découverte de nouveaux documents associés au projet MKUltra entraîne de nouvelles auditions. Le Senate Select Committee on Intelligence est formé. Ces conclusions n'apportent rien de neuf aux informations déjà rendues publiques par la commission Church ou le comité Rockefeller. Le sénateur Inouye, le responsable de la commission, insiste toutefois pour que soient mises en place des balises plus strictes pour mieux encadrer les activités de la CIA. Curieusement, les expériences menées par le Dr Donald Ewing Cameron, le directeur du Allen Memorial, sont à peine évoquées durant ces auditions. Il faudra attendre la diffusion d'un reportage à l'émission d'affaires publiques The Fifth Estate au réseau CBC pour que les Canadiens découvrent le rôle de l'Université McGill dans le projet MKUltra. Pour ajouter à l'odieux, les téléspectateurs apprennent qu'en plus des subsides de la CIA, le Dr Cameron aurait reçu 500 000 $ supplémentaires du gouvernement canadien pour poursuivre ses recherches. Le gouvernement reconnaîtra sa faute et versera 100 000 $ aux 127 victimes canadiennes connues du projet MKUltra. Le projet MKUltra a-t-il définitivement été renvoyé aux oubliettes? Tous n'en sont pas convaincus. Radio X-Files. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Quelle histoire que ce fameux projet MKUltra. On revient un peu sur l'affaire. Oui, puis quand tu regardes l'ensemble des recherches qui ont été menées, puis la capsule a été faite à partir des documents ou de ce que l'on sait officiellement, soit des documents qui sont conservés, parce que comme je l'ai mentionné dans la capsule, les documents administratifs et les documents d'expérience n'étaient pas archivés au même endroit, tant et si bien que lorsqu'on a demandé de détruire les documents, on a détruit les documents des expériences, mais pas les documents administratifs. Et c'est comme ça qu'on a pu découvrir l'existence de ce projet MKUltra. Donc, la capsule est basée sur les documents qu'on a et sur les différentes commissions d'enquête qui ont été menées au cours des années. Et on nous assure, selon cette documentation, que le projet MKUltra s'est terminé au début des années 60. En fait, en 1963, ça aurait été un peu le déclin et la fin du programme MKUltra. Ce qui est intéressant, Yannick, quand tu écoutes ce qui a été fait, quand tu découvres un peu ce qui a été fait durant le programme MKUltra, on voit aujourd'hui des relents un peu de ça. C'est-à-dire que quand tu regardes les théoriciens du complot, par exemple ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner au tout début, lorsque les grandes campagnes de vaccination ont commencé, tu avais des gens, des théoriciens du complot qui disaient « Ah oui, on va nous injecter une puce, puis on va essayer de nous contrôler. » Et là, on entendait dans les médias des gens ou des journalistes qui disaient « Mais c'est complètement absurde. » D'une certaine façon, oui, c'était absurde, et ça demeure absurde d'imaginer que les vaccins anti-Covid dissimulent des puces pour programmer des gens. Mais néanmoins, cette idée-là, elle est fondée sur des expériences qui ont bel et bien été menées. Dans les années 50 et 60, lorsqu'il y a eu le programme MKUltra, on a implanté chez des gens des puces dans le cerveau et on a réussi à provoquer des comportements, des émotions à partir d'ondes électromagnétiques et qui étaient retransmises au tissu neurologique par l'implantation de ces puces. Donc, l'idée, quelque part, si elle peut sembler absurde lorsqu'on l'applique aux campagnes de vaccination, elle n'est pas dans sa base fondamentalement ridicule, puisque de telles expériences ont bel et bien été menées dans le cadre du programme MKUltra. La question que soulève le MKUltra, c'est est-ce que les expériences ont bel et bien pris fin en 1963 ou dans les mois qui ont suivi, le début 1964?
Et est-ce qu'il a été possible à cette époque, et est-ce qu'il est possible de produire une espèce de tueur par procuration ou de faire faire à des actions à des individus à leur insu? Ça, c'est deux grandes questions pour lesquelles il est très difficile de répondre. Parce qu'il faut savoir que dans le cadre dans les théories du complot, quand on étire la théorie du complot qui est liée au projet MKUltra, et je l'ai mentionné depuis le début de l'émission, MKUltra est né d'abord avec une rumeur de complot qui a été finalement confirmée par les articles publiés par le New York Times à la fin de 1974. Donc, c'était une rumeur, oui, c'était un complot, mais c'était un complot qui avait réellement eu lieu, qui s'était réellement produit et durant lequel on avait utilisé des gens à leur insu. Et selon les documents officiels, ces expériences se sont terminées au début des années 60. Mais beaucoup de gens qui s'intéressent aux théories du complot affirment que le MKUltra a continué et continue encore aujourd'hui. Officiellement, quand on regarde l'ensemble des documents, 2 personnes seulement sont décédées durant les expériences d'MKUltra. Je ne parle pas des ravages que le projet MKUltra a laissé, les séquelles qu'il a laissées chez des gens qui ont été utilisés à leur insu. Je pense notamment, j'ai eu la chance de rencontrer 3 patients du Allen Memorial qui ont été utilisés dans l'opération MKUltra, et ces gens-là, aujourd'hui, visiblement, ont des très sérieuses séquelles de ces expériences. Ça a été quelque chose d'épouvantable. Mais néanmoins, quand on regarde l'ensemble des documents, seulement 2 personnes sont listées comme étant décédées suite aux expériences du MKUltra. Il y a eu un patient auquel on a injecté de fortes doses de LSD dans un centre carcéral, un individu de race noire, parce que dans plein d'expériences, puis je ne parle pas seulement des expériences du MKUltra, je pense à d'autres expériences, par exemple, menées par des pharmacologies, des services de renseignement en collaboration avec des services de pharmacologie. On a injecté, on a inoculé chez des gens, et particulièrement des populations noires, des maladies, je pense notamment à la syphilis, pour voir quels seraient les comportements des gens. Tout ça est épouvantable. Et dans le cas du MKUltra, bien sûr, on a injecté des doses massives de LSD au tout début. On a utilisé surtout des drogues psychotropes avant l'utilisation de l'hypnose. Et on a un patient qui est décédé d'une surdose de LSD. Et l'autre personne qui est décédée, qui est archivé, qui est mentionné dans les documents du MKUltra, est un certain Frank Olson, un médecin, qui travaillait, c'est assez curieux, il travaillait pour le projet MKUltra. Mais à un moment donné, on a comme senti une désaffectation de son côté. Il commençait à remettre en question l'éthique du programme MKUltra, et à ce moment-là, on est en 1953, donc au tout début du programme, il a commencé donc à faire des critiques par rapport à l'administration de ce programme-là, et peu à peu, il a confié, il était suivi par un collègue psychologue, et il commençait à devenir paranoïaque. Il était convaincu que des gens à l'administration de la CIA voulaient sa peau, et éventuellement, le 27 novembre 1953, après une espèce de meeting à New York, on a visiblement versé, il était complètement paranoïaque à ce moment-là, on a versé dans son verre de Cointreau du LSD, et donc le Dr Olson a regagné sa chambre d'hôtel, et durant la nuit, en fin de soirée, il s'est jeté par la fenêtre, il s'est suicidé. Donc, ce sont les 2 morts qui sont ouvertement associés au programme MKUltra et qui sont documentés par les archives. Mais des gens continuent d'affirmer que le MKUltra a perduré après ça. Et on évoque certains assassinats qui sont enveloppés un peu de mystère. Le 5 juin 1968, donc en théorie 5 ans après la fin du programme MKUltra, le 5 juin 68, le frère du président assassiné, le président c'est John F. Kennedy, son frère Robert Kennedy, à ce moment-là, qui avait été longtemps l'attorney général sous l'administration de son frère, se présente pour être le nouveau candidat aux élections présidentielles. Il se trouve à l'hôtel Ambassador à Los Angeles, et voilà
que au moment de quitter l'Assemblée, il a fait un discours, il quitte l'Assemblée en passant par les cuisines, et un individu se jette devant lui et va décharger son pistolet sur Robert Kennedy, qui est atteint mortellement. Cet individu, un jeune homme de 24 ans, dénommé Sheeran Bishara Sheeran, dira plus tard, il est arrêté immédiatement. Les gardes du corps de Robert Kennedy se jettent sur lui, le maîtrisent, et l'individu va être accusé de l'assassinat de Robert Kennedy, du sénateur Robert Kennedy. Et durant le procès, Sheeran va raconter quelque chose d'assez étrange. Il ne se rappelle pas avoir tiré sur Robert Kennedy. Il dit « Je me rappelle que je me suis rendu à l'hôtel Ambassador et là, soudainement, il rencontre une femme qui a une robe à pois. » Et on a des photographies de Robert Kennedy avec son entourage. Et il y a effectivement une femme qui apparaît sur certaines de ces photographies qui a une robe à pois. Est-ce la dame qu'a rencontré Sheeran? Difficile à dire. Mais Sheeran dit, après avoir rencontré cette dame, elle m'a invité dans un salon, j'ai pris un café et soudain, je ne me rappelle plus de rien. Je me rappelle être immobilisé dans la cuisine par les gardes du corps de Robert Kennedy. J'ai le pistolet fumant à la main. J'ai visiblement, Sheeran n'a jamais nié avoir déchargé son arme sur le sénateur Kennedy, mais ne se rappelle absolument. À partir du moment où il rencontre cette femme à robe à pois, il y a comme une espèce de temps vide. Et tu comprendras que c'est un épisode qui a été abondamment utilisé par les théoriciens du complot pour dire, voilà, est-ce que cette dame à pois, avec la robe à pois, est-ce que cette dame était une employée, une agente de la CIA qui aurait, par procuration, soit hypnotisé Sheeran, ou elle aurait mis quelque chose dans son café qui l'aurait fait tomber dans une espèce d'état psychotique et qui l'aurait amené à tirer sur Robert Kennedy. C'est ce que va défendre Sheeran durant son procès. Il va plaider qu'il ne se rappelle de rien. Néanmoins, on va retrouver, il faut quand même donner l'autre côté de la médaille, on va retrouver dans l'appartement de Sheeran, on va retrouver de nombreux écrits où visiblement, il pointe du doigt le président Kennedy, pas le président, mais le sénateur Kennedy, pour les problèmes qu'il y a eu au Moyen-Orient, ce qu'on a appelé la guerre des 6 jours. Il pointe du doigt Robert Kennedy. Il a écrit des notes manuscrites dans lesquelles il dit « Robert Kennedy doit mourir, Robert Kennedy doit mourir ». Il répète ça à sa société. Donc, visiblement, il entretenait une haine pour le sénateur Kennedy. Et ces documents-là qui ont été présentés en cours, ont scellé un peu le sort de Sheeran, même s'il a prétendu « je ne me rappelle de rien, peut-être que j'étais hypnotisé, peut-être que j'étais sous l'effet d'une drogue psychotrope ». Les faits semblent démontrer que Sheeran entretenait une haine pour Robert Kennedy depuis un certain temps, et c'est ce qui va faire qu'il va être condamné à la prison à perpétuité. Et au moment où on se parle, il est toujours vivant, il est toujours détenu. Donc, on a la mort de Robert Kennedy, on a la mort également de Martin Luther King, qui a été assassiné par un certain James Earl Ray. Je te rappelle que on est en 1968, le 4 avril 68, et au moment où le Martin Luther King Jr. va quitter sa chambre d'hôtel, on est à Memphis, au Tennessee, il est abattu littéralement sur le balcon de ce motel, et on va éventuellement arrêter un certain James Earl Ray, qui sera accusé du meurtre de Martin Luther King. Et là encore, durant le procès, James Earl Ray va dire « c'est pas vraiment moi, j'ai probablement participé, mais il y a des bouts qui me manquent. » Il raconte qu'il est venu à Montréal, qu'il a rencontré des gens à Montréal qui l'auraient apparemment hypnotisé, drogué, contrôlé, mais peu importe, James Earl Ray prétend avoir été manipulé pour assassiner Martin Luther King. Et ensuite, on parle par exemple du révérend Jim Jones, l'affaire du Temple du Peuple, qui a conduit au plus grand suicide collectif occidental de tous les temps, donc en 1978, pratiquement 1000 morts, des gens, on disait un suicide collectif, mais ça a été à la fois suicide collectif et assassinat collectif, parce que on a beaucoup de ces gens-là où le moment venu, lorsque Jim Jones
Et le lien, c'est Jim Jones était un toxicomane, il avait une dépendance au LSD, et certains soutiennent que cette dépendance au LSD aurait été orchestrée, on l'aurait rendu dépendant pour essayer de le contrôler, et ça à travers des expériences menées encore une fois par la CIA ou les services de renseignement. Néanmoins, sous l'effet du LSD, Jim Jones était continuellement sous les effets du LSD. Il était paranoïaque et là, à un moment donné, il a cru que les Américains allaient envahir son paradis terrestre. Il avait créé une espèce de commune en Guyane. Et lorsqu'on a commencé à s'inquiéter sur le fait que des membres qu'il avait baptisé Jonestown, les gens qui étaient dans ce village, dans cette espèce d'utopie. Certains d'entre eux étaient apparemment retenus contre leur gré. Au début, ils se sont rendus dans le village parce qu'ils croyaient à l'utopie de Jim Jones, mais quand ils se sont rendus compte que c'était pratiquement de l'esclavage, ils ont voulu rentrer aux États-Unis et on les aurait retenus de force. Et là, il y a eu une enquête. On a envoyé Leo Ryan, qui était un congressman, qui a été abattu en Guyane par les hommes de main de Jim Jones et qui a conduit éventuellement au suicide collectif, pratiquement 1000 personnes. Donc, on soutient que toute cette histoire de suicide, meurtre orchestré par Jim Jones aurait été dans les plans des services de renseignement, et notamment la CIA. Et on parle aussi d'individus, des solitaires qui ont commis des gestes invraisemblables. On pense notamment à John Hinckley qui a tiré sur le président Reagan le 30 mars 1981, sous prétexte apparemment qu'il voulait impressionner l'actrice Jodie Foster. Et puis, on pense aussi à Mark Chapman, qui a abattu en décembre 1980 John Lennon, qui, lui aussi, avait pas toute sa tête et qui se croyait un peu manipulé par des forces extérieures. Et encore aujourd'hui, on a des assassinats politiques qui se produisent dans des situations un peu confuses. Et pour les théoriciens du complot, ce sont là l'empreinte des services de renseignement américains qui continueraient d'orchestrer dans l'ombre des actions à la fois meurtrières et politiques, et tout ça dans la suite d'un programme MKUltra qui perdurait en coulisses. Évidemment, quand on suit cette ligne directrice, tout ça, on se dit, pourquoi pas? Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, personne, tous les gens qui ont proposé cette hypothèse-là, en dehors des témoignages, en dehors de certaines confusions, de propos qui ont été tenus, je pense par exemple au procès de Sirhan, au procès de Mark Chapman, on n'a jamais trouvé de document qui permet de croire que des programmes de contrôle de la pensée de l'ordre du programme MKUltra perdurent encore aujourd'hui. Cela étant dit, Yannick, je ne serais pas surpris, je ne dis pas que ça se produit, mais je ne serais pas surpris d'apprendre que ça se produise. Parce que, on le sait, rappelle-toi encore, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, on a découvert que la CIA, par exemple, procédait à des manœuvres de torture sur des prisonniers, sur des privatisations sensorielles, des privatisations de sommeil, pour pouvoir les contrôler, les forcer à livrer de l'information. Et même si le Congrès s'est prononcé contre ces manœuvres-là, puis la CIA, évidemment, encore une fois, s'est fait taper sur les doigts en disant « Oh, on est désolé, on ne le fera plus maintenant ». On ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses de la CIA, des services de renseignement, et je ne serais pas étonné, je ne le crois pas, mais je ne serais quand même pas étonné d'apprendre qu'un programme, un projet MKUltra version .2 puisse exister quelque part. Si on peut conditionner des tueurs, est-ce qu'on pourrait conditionner des politiciens? Absolument. D'ailleurs, l'idée de contrôler des gens, ça pose un autre problème, parce que durant tout le projet MKUltra, il faudrait qu'on ait fait en imaginant, on est ici dans le domaine de l'hypothèse, en imaginant qu'un programme comme le MKUltra perdure encore aujourd'hui sous un autre nom, dans d'autres sphères d'activité de la CIA, il faudrait imaginer qu'ils ont fait des percées extraordinaires parce que durant toute la tenue du programme MKUltra, on n'a pas réussi à produire ce tueur par procuration. L'idée que quelqu'un, vraiment à son insu, va commettre un geste, puis là, je n'étais pas au courant, soit par un mot caché, ou comme par exemple dans les films de Manchurian Candidate, le candidat manchou, ou dans le livre, soit un coup de téléphone ou la vision d'une carte à jouer va déclencher une série de réactions parce que l'individu a été conditionné sous hypnose.
Tout ça, durant le programme MKUltra, on n'y est pas arrivé et on n'a pas de preuve que ça puisse fonctionner. Et je sais qu'il y a peut-être, au moment où on se parle, il y a peut-être des auditeurs qui ont vu une émission qui s'appelait Curiosity Brainwash, qui avait été diffusée en 2012 sur Discovery Channel. Et dans cet épisode, on explorait un peu des situations particulières. Et dans cet épisode particulier, Brainwash, on a essayé de conditionner un candidat pour qu'il commette un meurtre. Évidemment, c'était un meurtre fictif, là. On s'est dit, on va prendre un groupe de gens, une trentaine de personnes, on va voir lesquels d'entre eux sont les plus sujets à être placés en état d'hypnose. Et à travers toute une série d'expériences, on est arrivé avec un candidat, un type qui s'appelait Ivan Santiago, qui nous a été présenté durant l'émission comme étant un agent correctionnel de Pennsylvanie. Et là, ce Ivan Santiago, on l'a conditionné. On lui a dit, sous hypnose, bien sûr, c'est une commande post-hypnotique. On lui dit, tu vas sortir à l'extérieur. Et là, tu vas voir, là, il va y avoir un élément déclencheur, je me rappelle pas trop, un klaxon ou quoi que ce soit. Et à partir de là, il y aura une moto de stationner. Tu vas te diriger vers la moto, une sacoche sur la moto. Il va y avoir là-dedans un pistolet. Tu vas prendre le pistolet. Et là, il y a une limousine qui va arriver. Un homme va en sortir. Et au moment où il va marcher sur le trottoir, tu vas t'approcher, tu vas l'abattre. En lui faisant à croire que c'est un politicien. Ouais. Évidemment, tout ça avait été orchestré. Hein. Tous ces gens-là connaissaient le scénario, c'était des comédiens. Seul, selon la version de Discovery, seul Ivan Santiago n'était pas au courant de ce qui se passait. Et ça s'est produit comme on l'avait annoncé. Donc, Santiago sort à l'extérieur, le klaxon, il se dirige vers la moto, ouvre la sacoche, prend le pistolet, évidemment qui était chargé à blanc, bien sûr. Et là, la limousine arrive, un individu débarque et Santiago tire sur lui. Et là, il semble sortir d'un sommeil en disant « Oh, qu'est-ce qui s'est passé? » Et là, donc, l'émission nous dit « Ben voilà, on a produit notre propre candidat Manchou. » Pouette. J'ai enquêté sur cette affaire-là pour découvrir que Ivan Santiago n'était pas seulement un agent correctionnel, c'était également un comédien. Il y avait un sideline. Il y avait un sideline. Et ce qui m'avait surpris, Yannick, c'est quand j'avais vu ça, on voyait une scientifique, une psychopathologiste de l'université Harvard, qui s'appelle Cynthia Myersberg, qui, elle, a comme supervisé une partie de l'expérience et qui cautionnait tout ce qui s'était produit. Et dans l'émission, bien sûr, elle disait, c'est très surprenant parce que, en théorie, il y a été une période où on croyait que l'hypnose est un sérum de vérité. Ensuite, on croyait que l'hypnose pouvait permettre de faire n'importe quoi, qu'on pouvait conditionner des gens à commettre n'importe quelle action. Et puis, on a comme resserré les balises. Finalement, on se dit que oui, l'hypnose peut permettre à quelqu'un dans une salle, par exemple, d'imiter Elvis Presley ou de se prendre pour un chien, mais de là à commettre des actions qui vont contre son éthique, contre sa moralité, ça pourrait pas fonctionner. Alors, Cynthia Myersberg de l'université Harvard semblait cautionner l'émission de Discovery et elle-même montrait son étonnement. Elle disait, c'est vrai que ça vient remettre un peu en question ce que l'on savait à propos de l'hypnose. Et quand moi, j'ai découvert que Ivan Santiago était un acteur, j'ai écrit à Cynthia Myersberg à l'université de Harvard, et quand je lui ai révélé que Santiago était un acteur et je lui ai envoyé la page de la guilde des comédiens aux États-Unis, dans l'État de New York, qui montrait l'inscription de Santiago, elle a été désabusée. Elle m'a écrit en me disant... Il y a quand même des expériences qui ont été faites sous contrôle. Par exemple, Santiago, on l'avait plongé dans un bain qui était glacé, puis on lui disait que c'était une eau chaude et agréable, qui était dans un sauna. Et les réactions physiologiques semblaient démontrer qu'effectivement, il ne ressentait pas le froid de l'eau. Mais mon problème, et Cynthia Myersberg qui était d'accord avec moi, le problème n'est pas de savoir quand il était dans le bain, puis il pensait qu'il était dans un bain glacé, puis il pensait qu'il était dans un sauna. Je veux bien croire que Ivan Santiago était peut-être sous l'effet de l'hypnose, parce que être plongé dans un bain glacé en faisant croire à quelqu'un qui est dans un sauna, c'est pas contre sa moralité, c'est pas une action illégale. Mais... lorsqu'il a tiré dans la rue sur le comédien en croyant qu'il commettait un véritable crime, avait-on affaire à Ivan Santiago, l'acteur,
ou à Ivan Santiago sous hypnose. Et ça, Cynthia Myersberg a reconnu avec moi que c'était excessivement litigieux et qu'à l'avenir, elle allait être plus prudente dans ce genre d'affaires-là et a reconnu qu'effectivement, tout ça était très, très, très litigieux. Donc, si les gens ont en mémoire l'émission Curiosity Brainwash, ben malheureusement, je dois vous annoncer que notre tueur par procuration, notre candidat manchou, Ivan Santiago, était un comédien et qu'à partir de là, l'expérience est complètement faussée. Peut-on produire par l'hypnose ou par une drogue un véritable candidat manchou? Encore là, on n'y est pas arrivé. Est-ce qu'on pourrait le faire? Ben moi, je ne demande pas mieux que de voir. Est-ce qu'on pourrait réussir à convaincre quelqu'un que sa vie est tellement menacée par un individu X ou Y qu'il doit absolument l'abattre? C'est du genre, c'est toi ou c'est lui. Et là, éventuellement, l'individu pourrait, même si ça va contre sa moralité, pourrait aller jusqu'à commettre un crime. Évidemment, c'est un scénario qui nous semble plausible, mais malheureusement, jusqu'à maintenant, malheureusement ou heureusement, ça ne s'est jamais produit et une telle action n'a jamais été documentée. Donc, il faut être prudent. Est-ce qu'il est possible que le programme MKUltra continue d'être, ou un programme semblable, continue d'être développé au sein des services de renseignement, américains ou étrangers, peu importe? Puis évidemment, à l'étranger, on ne s'enfargera pas dans les fleurs du tapis. On a vu énormément de documents circuler qui montrent que, par exemple, la Chine, les services de renseignement de la Chine ne font pas dans la dentelle quand il vient le temps de commettre des actions illégales. Donc, est-ce que des programmes comme MKUltra pourraient exister aux États-Unis, à CIA ou dans d'autres pays? Bon, c'est bien possible. Est-ce qu'on peut produire un candidat manchou comme ça, donc un tueur par procuration, soit en utilisant des drogues psychotropes comme ça a été le cas avec le LSD, ou peut-être d'autres drogues de synthèse qu'on a développées depuis, ou encore en utilisant des techniques comme l'hypnose? Ben, ça reste encore à démontrer. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de preuves patentes que ce type d'action puisse être orchestré en utilisant l'un ou l'autre de ces moyens. Après la pause, on revient avec la finale. OK. Radio X Files. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. 19h49, dernier segment de Radio X-Files. Le podcast de l'émission sera disponible dans les prochaines heures. On termine avec les secrets du Skinwalker Ranch 2. Oui, 2 dans le sens que beaucoup de gens m'ont demandé ce que je pensais de l'émission sur le secret du ranch Skinwalker, qui est diffusé sur le réseau ici au Québec, en français sur le réseau Historia, sur History Channel aux États-Unis. Donc, le Skinwalker Ranch, on en a parlé lors de la première saison, lors de la diffusion de la première saison. C'est un ranch de plus de 200 acres qui se trouve dans l'Utah, où on rapporte depuis des décennies des phénomènes mystérieux et étranges. Aujourd'hui, le ranch est la propriété d'un certain Brandon Fugal et l'émission suit un groupe de gens sur le Skinwalker Ranch qui essaie de documenter les phénomènes mystérieux qui y sont. Quand on en avait parlé lors de la première saison, Yannick, je t'avais mentionné, les principaux joueurs que l'on voit dans l'émission sont bien sûr le propriétaire du ranch, Brandon Fugal, qui semble tout à fait ouvert et déterminé à comprendre quelles sont la nature des phénomènes qui sont rapportés sur le ranch. Et tout ça semble être sous la supervision d'un scientifique, un astrophysicien, ingénieur en aéronautique qui s'appelle Travis Taylor. Et j'ai vérifié, Travis Taylor est effectivement ce qu'il prétend être. C'est un astrophysicien, c'est un ingénieur en aéronautique. Donc ici, on n'en est pas dans des trucs un peu rafistolés avec des pseudo-scientifiques qui ne sont pas des scientifiques. La deuxième saison vient de se terminer. La première saison, on découvrait le ranch, on découvrait l'historicité, les événements historiques, l'historicité du ranch. La deuxième saison, qui vient de se terminer la semaine dernière, écoute, j'ai regardé tous les épisodes et je dois t'avouer que là, je suis en train de me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le sens que là, c'est du grand n'importe quoi, là. Durant cette deuxième saison, on a assisté à des espèces de shows de lumière avec des bobines Tesla
qui mène nulle part, et toujours avec... Et là, je suis en train de te demander, est-ce que ce scientifique, ce Travis Taylor, a vendu son âme au diable pour faire de la télé? Mais là, il ne fait plus de science. Tu sais, du genre, on creuse un trou, puis là, il nous dit, ben là, quand on creuse un trou, ma boussole n'indique plus le nord. Oui, et... Ben, ma boussole n'indique plus le nord. Oui, mais encore... Ma boussole n'indique plus le nord. Tu sais, tu comprends? Mais là, attends une minute, là, il doit y avoir une tentative d'explication scientifique. Et là, en science, il y a des mécanismes qui sont incontournables, dont notamment l'élément du corollaire. Tu peux pas arriver puis dire, oh, on a vu un ovni dans le ciel, et le lendemain, on a trouvé une vache mutilée. Et ouais, mais là, qu'est-ce qui te prouve que l'ovni est lié à la vache? Ben, la vache est mutilée. Oui, mais tu sais, elle a peut-être été mutilée par des coyotes durant la nuit. C'est ce qu'on appelle le corollaire. Il faut que tu démontres qu'il y a un lien entre deux choses. Toute la saison, on a ce Travis Taylor qui arrête pas de nous faire des présentations de « Ah, quand j'allume ma flashlight, ben il y a un gars qui mange un Big Mac chez McDonald's. Il n'y a pas de lien, là. C'est n'importe quoi. Et non seulement c'est du n'importe quoi, mais on y introduit toutes sortes d'affaires. Dans l'émission, à un moment donné, ils font une expérience scientifique. Ils font venir un rabbin qui, là, commence à réciter une prière. T'as une minute, là. Je veux dire, que tu fasses du mysticisme et de l'ésotérisme, je veux bien. Que tu fasses de la science, je veux bien. Mais tu peux pas faire du mystico-ésotérismo-science. Ça marche pas. Tu peux jouer au baseball, tu peux jouer au hockey, mais tu peux pas jouer au baseball en appliquant les règles du hockey. C'est du n'importe quoi. Et là, je regardais ça, je me dis, écoute, c'est invraisemblable. Le dernier épisode, ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. À un moment donné, il se retrouve dans un hélicoptère, et là, l'altimètre de l'hélicoptère a des problèmes. Bon, il enregistre des anomalies. Et là, il y a une caméra au sol qui nous montre que l'hélicoptère, elle est là, elle survole le ranch à peu près à 1500 pieds d'altitude. Et là, tout d'un coup, l'altimètre se met à mal fonctionner. Conclusion de Travis Taylor, le scientifique, là, c'est il doit y avoir un ovni invisible en dessous de l'hélicoptère. Pardon? Oui, il doit y avoir un objet invisible en dessous de l'hélicoptère. Il reste 40 secondes, Christian. Puis là, à la fin, il nous sort une citation de la Bible, une vision d'Ézéchiel. Puis là, il nous dit, ben voilà, dans ce temps-là, ils ont décrit un char de feu. Ça doit être une façon de décrire des ovnis. Non. S'il y avait eu un bibliste ou un historien autour de la table, ben, il aurait éclaté de rire. Tout d'un coup, tu découvres que ce Travis Taylor dit, mais n'importe quoi. Il a beau se cacher derrière le manteau de la science, nous dire qu'il est un astrophysicien, mais c'est du grand n'importe quoi. Écoute, j'ai été renversé par le niveau de stupidité qu'on pouvait retrouver dans cette émission-là. Voilà. Moi, je pense que ça s'est entendu. Voilà, c'était mon éditorial. Christian Page, je te souhaite de passer une excellente soirée. Repose-toi ce week-end, puis la semaine prochaine, on se reparle, même heure, même poste, pour Radio X-Files à partir de 18h. Ça marche. Salut, ciao. Merci, bye-bye. 19h55, on se laisse là-dessus. Salutations à tout le monde, bon week-end. Radio X Files. Radio X.